Hello à tous et parlons maintenant de macroéconomie, de la semaine qui est passée et de la semaine qui est à venir. Il n'y a pas beaucoup de sujets à aborder, ne serait-ce qu'évidemment le sujet de l'inflation qui a dominé complètement les news et l'intérêt de la semaine passée, parce qu'on est passé vraiment du jour à la nuit. On est passé en fait d'un consensus où l'inflation est beaucoup plus forte que prévu, elle reste constante, voire même en constante hausse. La Fed n'arrive pas à lutter contre. Donc on pourrait passer en 2025 de 2 baisses de taux d'intérêt à finalement aucune baisse de taux d'intérêt, donc un no cut, ou alors voire même Bank of America qui disait que ils envisagent même des hausses de taux d'intérêt en 2025. Donc les news qu'il y avait cette semaine, mardi et mercredi, étaient très attendues, les news sur l'inflation. On a eu mardi la news sur les PPY. Le PPY, il mesure la variation des prix vendus par les entreprises. Donc en fait, c'est le PPY qui influe ensuite sur le CPY. Donc c'est pour ça que c'est un indicateur plus ou moins avancé sur le CPY pour savoir si justement le CPY ensuite, qui est le vrai chiffre sur l'inflation, a beaucoup plus de chances d'augmenter ou de baisser. Donc si on a un PPY qui est en constante augmentation, on aura très probablement un CPY qui augmentera aussi avec, et inversement. Donc le PPY a été de 0,2% au lieu de 0,4% qui était attendu, prévu, et même le précédent chiffre était aussi de 0,4%. Donc ça reste en hausse, mais une hausse moins importante que prévu. Donc en soi, c'est très bon signe. Mais ça reste en hausse. Et grâce à ce graphique, on peut voir aussi que justement le core PPY, eh bien, il a atteint son plus bas niveau en tout début 2024 et ensuite a fait un petit point bas en juillet 2024. Mais depuis donc toute l'année dernière, il fait que grimper. Et donc on peut se demander justement, lorsque la Fed dit qu'on constate des progrès sur l'inflation, ben, où sont les progrès justement? Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, si un PPY ne fait que monter, eh bien forcément, comme il mesure la variation des prix sur les biens vendus des entreprises, eh bien ça va générer de l'inflation sur le CPY, donc auprès des consommateurs. Donc un PPY qui ne fait que monter influera forcément sur le CPY. C'est pour ça que justement on peut comprendre les avis et les prévisions des grandes banques comme justement Bank of America qui dit que il prévoit même une hausse de taux d'intérêt sur 2025, ou alors JP Morgan, Goldman Sachs, qui réduisent toutes leurs prévisions de baisse sur les taux d'intérêt de cette année. Elles envisagent toutes pour le moment un no cut. Et qu'en plus de ça, cette semaine, un graphique a tourné que justement on peut voir, grâce à ce graphique, que, donc d'après la source de Bloomberg, qu'il y a une augmentation à nouveau depuis fin 2024 de la consommation, des dépenses des consommateurs. Donc un PPY qui augmente, une hausse de la consommation, forcément, logiquement, ça va faire monter le CPY, du moins théoriquement, sur le papier. Donc c'est pour ça que fallait regarder le lendemain la news tant attendue, la news majeure de la semaine qui a été le CPY. Et pareil, on a un CPY sur le mois de décembre moins fort que prévu, 0,2% au lieu de 0,3% d'attendu de prévu. Et aussi, le chiffre précédent était de 0,3%. Donc, on a une évolution du CPY, dans le sens où, pareil que le PPY, il est moins fort que prévu. Et on peut voir aussi qu'on a finalement un CPY sur l'année 2024 de 2,9%. Donc il y a eu 2,9% d'inflation aux États-Unis en 2024. Alors qu'il faut savoir que l'objectif, la target de la Fed est de maintenir et de stabiliser une inflation à 2%. Donc ils ne sont pas encore à leurs objectifs, il faut qu'ils arrivent encore à le réduire d'1%. Ce qui est assez considérable en tout cas. Et suite à cette news, eh bien le jeudi, on a eu un membre de la Fed, Waller, qui a dit que finalement on aura 3 ou 4 cuts de taux d'intérêt, donc de baisse de taux d'intérêt possible cette année si les données coopèrent toujours au fur et à mesure de l'année. Donc on passe de 2
potentielle baisse de taux prévue cette année à 3 ou 4 si l'inflation continue d'évoluer dans le bon sens comme ça. Du moins, c'est ce que la Fed a annoncé jeudi à travers Waller qui a annoncé ça lors de son discours. Et il annonce aussi au nom de la Fed qu'en mars, il ne prévoit pas de baisse de taux d'intérêt. Donc pour mars, c'est quasiment presque demain. Donc c'est assez acté, j'ai envie de dire. Une baisse des taux d'intérêt pour mars serait très 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 peu probable. Alors qu'en mai, c'est plus probable. Et justement, il a ajouté que si les chiffres continuent comme ça, d'évoluer comme ça dans le bon sens, eh bien, ça pourrait être raisonnable de penser à une baisse de taux lors de la première moitié, du premier semestre. Et donc, c'est pour ça que la majorité des traders ont revu leurs prévisions et finalement pensent pour la majorité qu'il y a une potentielle baisse de taux d'intérêt pour le mois de mai. En tout cas, avant juin. Et c'est toutes ces dernières nouvelles à partir de milieu de semaine et même fin de semaine qui ont fait un pump sur le marché des actions, sur les risques assets et qui ont fait baisser les yields, donc les taux d'intérêt sur les bons du trésor, sur les obligations américaines. Et en parlant des yields et des obligations américaines, il faut savoir aussi que cette semaine, Goldman Sachs a annoncé que chaque augmentation de 50 BP sur les rendements obligataires réels, donc réels, ça veut dire déduit de l'inflation. Donc chaque augmentation de 50 BP sur les rendements obligataires réels représente une baisse d'environ 3% de la valorisation du S&P 500. C'est énorme, sachant que à l'allure où il augmentait, où les yields augmentaient récemment ces dernières semaines, les 50 BP, ça se faisait assez rapidement, quoi. 3% de valorisation de baisse sur le S&P 500, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on avait une grosse contraction, une grosse correction en fin d'année et en début d'année sur le marché des actions. Et pour en terminer, après toute la semaine qui vient de passer, je trouve que justement, surtout après la sortie des chiffres sur le CPY, on peut constater qu'il y avait une énorme hype sur l'inflation. Parce que le marché a trop surévalué toutes les news sur une potentielle inflation qui reste d'être constante, d'être beaucoup plus forte que prévu. Tout ça, ça a été éteint grâce justement au dernier CPY qui vient de sortir, que justement, comme je l'ai dit, meilleur chiffre que prévu. Donc ça a apaisé la tension. Ça a refait décoller le marché des actions et ça a fait baisser les yields. Donc en fait, on peut justement voir que ça a été surévalué. C'était comme une bulle où justement il y avait un effet de momentum sur l'inflation et que maintenant, grâce à ces derniers chiffres, on peut justement penser avec beaucoup plus de probabilité qu'auparavant sur le scénario qu'il y aura cette année sur 2 potentielles baisses de taux. Et maintenant, passons à l'analyse plus technique, macro mais technique. Pour l'S&P 500, on va commencer par évidemment le classique. On voit bien qu'on est méga bullish en weekly et que justement cette correction a été plus ou moins effacée, du moins depuis le début de l'année. On a tout rattrapé et on a fait la meilleure semaine depuis un bon bout de temps. Et donc en fait, on voit bien que justement ces thin lines là, eh bien, fonctionnent super bien. Ici, c'était un superbe point d'achat. Maintenant, je suis pas là pour dire ce qu'il fallait faire dans le passé. Là, on constate uniquement. Donc là, ça va être les prochains niveaux, les chiffres clés, hein, 6050, 6100, qui correspond à chaque fois au précédent plus haut. À voir justement s'il y aura assez de flux pour casser ces niveaux et continuer à aller chercher les ATH, les all-time high. À voir, affaire à suivre. En tout cas, le S&P 500 méga bullish, comme le Nasdaq, pareil, super point d'achat en long terme ou en swing, et qui est un peu plus faible que le S&P 500. C'est très bullish, les deux sont très bullish. Maintenant, le YM aussi, il a rattrapé. Il était beaucoup plus faible que le Nasdaq et le S&P 500. Mais il a, on va dire, en quelque sorte, rattrapé une partie de son retard. Où ici, justement, comme c'était le dernier point haut, c'est un niveau clé. Je dirais que même toute cette zone-là, ce rectangle-là, c'est une zone clé. Il est en plein dedans. À voir maintenant s'il va réussir à la casser en début de semaine à venir ou
ou pas, mais il reste haussier et encore plus en intraday. Le Russell, lui, il a du mal. Lui, il a du mal à casser. Il n'est pas du tout intéressant à trader, je trouve, pour le moment. Donc, voilà, il est toujours dans son range. Les journées sont assez erratiques. La price très erratique. On le voit en daily comme ça. Donc, pas très intéressant à regarder, je trouve. Mais en tout cas, on voit que pour le moment, faudrait. Enfin, personnellement, en tout cas, je parle pour moi que je resterai plus à l'écart sur ce marché. Concernant le VIX, eh bien le VIX, on voit que finalement, il est sur les plus bas. Il a réintégré son beau petit range là sur les 15. Donc finalement, comme 20, je vous avais dit, à partir de 20, un VIX à 20, on atteint une volatilité assez forte, historiquement parlant. Maintenant, il les a complètement reperdus et on est à 15, donc on a une volatilité plutôt correcte sur les marchés des actions. Et qui dit volatilité correcte, volatilité faible, dit un marché qui va tendre vers la hausse. Le gold, pareil, valeur refuge qui ne fait que monter et qui a toujours ce flux haussier constamment. Donc on peut voir qu'il a un énorme flux acheteur. Ce fameux gold. Maintenant, il y a un gros niveau ici, là, oui, qu'il va falloir casser. Puis ensuite, je pense s'il le casse, il peut aller évidemment sur les ATH aussi, qui sont à 2008. Ah, le pétrole. Je vous avais parlé du distribution de pattern dans la semaine dernière, dans ma dernière vidéo sur la macro, là, et que justement, ce distribution de pattern en weekly est assez beau. Et que on était dessus là. Là, c'était exactement là, le 10 janvier, donc fin de semaine dernière, début de semaine, je vous avais dit qu'il pouvait probablement faire un plus haut sur cette trendline et repartir par le bas. Maintenant, il l'a cassé. Je suis pas un fan des trendlines, mais il faut avouer que de temps en temps, ça fonctionne très bien. Et lorsque tu as un pattern comme ça, une distribution de pattern, c'est pas mal. Donc en fait là, malgré qu'il l'a cassé, s'il le réintègre, le distribution de pattern est toujours valide, encore plus en weekly. Pourquoi ? Parce que le distribution de pattern, il se fait dessiner en weekly, et là, en weekly, on a quasiment clôturé dessus. Donc ça peut être, pour moi, le pattern, il est toujours bon, il est toujours correct. Et pourquoi on a eu un pump comme ça sur le pétrole ? Ça s'est passé en début de semaine où justement les États-Unis, ils ont étendu leurs sanctions sur l'industrie pétrolière russe suite à la guerre. Et donc ça fait que les taux de fret des super pétroliers ont monté en flèche. Et c'est ce qui s'est passé là. Voilà. Donc ça a été un effet immédiat, instantané. Et maintenant, en fin de semaine, on a commencé à corriger. Donc affaire à suivre cette semaine. Ça va être très intéressant sur le pétrole, s'il y a du flux, à voir s'il va y avoir du flux ou pas. En plus de ça, que Trump va prendre les rênes, donc va rentrer à la Maison Blanche et il va justement cette semaine, ça va être, toute la Maison Blanche va imposer et mettre en place énormément de décrets sur plein de sujets différents. Donc il peut y avoir toujours des histoires sur sur le pétrole, justement parce qu'il va essayer aussi de rentrer en discussion avec l'Ukraine et la Russie et Poutine. Donc il peut y avoir des choses sur le pétrole cette semaine, affaire à suivre. Concernant le dollar, eh bien je vous avais dit que si le dollar monte, ça va faire baisser les indices. En tout cas, à terme, si un dollar reste très fort comme il est en ce moment, les indices vont continuer à ranger ou voire baisser. Mais les indices ne peuvent pas monter et continuer à faire des ATH alors que le dollar continuerait aussi à faire des ATH. Ça, c'est pas possible. Mais on voit bien, toujours, techniquement parlant, je reste très haussier sur le dollar. Sans aucun doute, donc évidemment on peut corriger. Si on corrige, ça va faire pumper les indices, c'est évident. C'est à suivre pour pouvoir justement trader à côté du bon côté sur les actions, sur les indices. Mais en tout cas, long terme, si ce dollar reste dans une tendance haussière comme ça et qu'il a cassé cette grosse zone de balance depuis octobre, même novembre 2022, ça fait que justement là, ce dollar est très haussier et donc que je resterai toujours haussier sur le dollar
donc en étant bullish, et à moins qu'il réintègre cette balance. S'il réintègre cette balance, j'aurais un billet beaucoup plus haussier sur les indices. Alors que là, malgré le fait que l'inflation est meilleure que prévu, etc., le fait que ce dollar justement soit si fort, si haussier, je reste perplexe sur une grosse hausse des indices. Et enfin, pour terminer, les yields. 10 ans sur le gouvernement américain. Donc pareil, c'est aussi très bullish, mais on voit bien que là, ici, dans cette zone, hein, c'est une zone, et bien justement, on l'a tapé pour retracer dessus. Maintenant, on reste toujours dans un flux pareil comme le dollar, hein. Acheteur, dans une tendance haussière, faut pas être docteur avec un bac plus 8 pour voir ça. Donc, à voir justement en fonction des news de la semaine aussi, et de comment les choses vont tourner si justement parmi les investisseurs et les opérateurs il va y avoir assez d'énergie, assez de flux pour que les yields cassent à la hausse cette zone de prix là pour chercher les 5%. Maintenant si justement ça casse et ça cherche les 5%, ça fait qu'on anticipe toujours cette histoire d'inflation, une inflation beaucoup plus forte que prévu, etc., etc. Et si c'est le cas, ça va peser lourd sur les indices aussi. Donc c'est aussi un bon indicateur à regarder, les 10 years yield. Maintenant là, ça a l'air d'être bien parti pour corriger sur la correction. Donc là, je pense qu'évidemment, la correction, elle peut se faire comme ça dans cette zone de prix là, ou jusqu'au Finlines. Donc entre, allez, un bon 4,5%, voire 4,4% pour cette semaine. À voir aussi le flux que ça aura dans la correction. Et pour ce qui est maintenant, pour finir la vidéo sur les news de la semaine, lundi aujourd'hui, donc c'est férié aux États-Unis, et en même temps, on a Donald Trump qui justement prend le pouvoir pour qu'il rentre à la Maison Blanche. Mardi, on a les earnings sur Netflix qui vont être intéressants à regarder. Mercredi, on va avoir le premier report sur les earnings concernant le premier assureur des incendies sur Los Angeles. Donc ça va être Travelers Cost. Ça va être aussi intéressant à voir s'ils ont été très fortement impactés par ces incendies-là. Sur leur bilan, sur leurs earnings. Jeudi, on a seulement les earnings, donc aussi des earnings sur American Airlines et Alaska Airlines. Et vendredi, pour terminer la semaine, on a la Banque du Japon qui va sortir leur taux d'intérêt directeur. Et donc, on s'attend à une hausse de 25 points de base. Donc pareil, si c'est le cas, ça peut avoir des répercussions sur le Forex, sur le yen, et donc il peut y avoir des trades à faire si justement ils sortent avec ces 25 points de base qui ont déjà été pricés évidemment en bourse, mais si c'est pas le cas, il y aura un arbitrage qui va se faire et ça peut offrir des opportunités. Donc pareil, affaire à suivre, surtout pour ceux qui tradent le Forex. C'était tout pour moi pour cette vidéo où je vous ai fait mon analyse macroéconomique et macro-technique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne, ça m'aide énormément. Parce que c'est une chose de tout suivre durant la semaine pour tout comprendre, pour tout assimiler, mais c'en est une autre d'essayer de faire un bilan, de tout compacter et de l'expliquer, de partager ça pour faire en sorte que tout le monde comprenne. Donc voilà, ça demande un travail assez important. Je sais pas encore si je vais réussir à garder ce rythme de faire une analyse tous les lundis, mais pour janvier, je vais essayer de m'y tenir et de rester discipliné à ça. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on arrive à faire des choses. Et pour ça, pour me faciliter le travail, ce sera aussi plus simple. Je vous invite à rejoindre mon groupe Discord où je vous partage justement toutes ces actus au cours de la semaine en live, donc tous les jours. S'il se passe quelque chose, je vous partage toute la macroéconomie, tous les événements majeurs qu'il y a. En même temps, je vous partage mes trades, où justement le but c'est d'en faire une communauté et qu'on voit aussi les trades que vous prenez. Et à partir de 50 membres dans le groupe Discord de Finevrest, je ferai à partir de ce moment-là des trading live. Donc vous pourrez être en live avec moi et voir les trades que je prends, si j'en prends bien sûr. Mais évidemment que j'en prends.
Tout ça gratuitement, donc je mets le lien du Discord dans la description et je vous invite grandement à rejoindre ce groupe pour pouvoir créer la meilleure communauté qu'on puisse avoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon training à tous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Florent de Finerest. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high, that's the name.